Euh, je suis ravi également de venir parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et puis je suis ravi enfin de retrouver un lieu et en fait ma petite enfance puisque je suis natif de Grasse. Je suis né sur la place aux Airs où mon père avait son bureau, où mes grands-parents avaient leur commerce. Je suis allé au lycée de Grasse pour mes études et j'ai les souvenirs du jeune adolescent du lycée de Grasse qui regardait à Sainte-Marthe l'école des filles de la bourgeoisie grassoise. Et je vois que le lieu a bien évolué, plutôt dans le bon sens. Alors, revenons maintenant à ce pourquoi je suis ici. Vous me dites si je dois pousser un peu plus fort la voix ou si vous m'entendez bien malgré le masque. Donc je suis ici ce matin pour parler de l'obligation réelle environnementale, dont je dis tout de suite dans le titre que je l'aime bien, puisque j'y vois un dispositif souple, innovant, aux multiples potentialités. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de qualificatifs négatifs. Alors, sans doute, ça n'est pas la panacée, ça n'est pas la merveille qui permet de tout faire, mais c'est un outil dont, effectivement, je pense que l'on peut tirer beaucoup de choses. Alors, ça ne marche pas. Si. Non. Si. Son adoption en France a été très lente et très difficile. Je vais passer vite sur cet aspect un peu historique, mais c'est quand même pas inutile d'en dire un mot. La première apparition de l'idée, non pas du nom, mais de l'idée de servitude environnementale, et vous verrez pourquoi on parle de servitude environnementale, c'est en 1997 dans un rapport qui est présenté par Madame Giraudel, qui essaie de faire un inventaire de l'ensemble des dispositifs contractuels qui pourraient être utilisés pour mieux protéger l'environnement. Donc elle fait un rapport, ce rapport va dans le tiroir au rapport et disparaît comme c'est la tradition. En 2004, le ministère chargé de l'environnement demande à la Société française de droit de l'environnement de rédiger un rapport sur les servitudes environnementales et, comme je suis membre de cette Société de droit de l'environnement, on me charge donc d'écrire ce rapport. Donc j'écris ce rapport, il est remis au gouvernement, on ouvre le même tiroir qu'en 1997, où mon rapport est déposé sagement et où il disparaît comme le précédent. En 2008, le gouvernement me saisit et me demande si je peux faire un rapport sur les servitudes environnementales. Et donc, je rappelle que j'en avais fait un 4 ans plus tôt. On me dit que oui, sans doute, mais que ce serait bien de le refaire, et que peut-être j'ai réfléchi à d'autres aspects de la question. Donc, je refais ce rapport. Et celui-ci, et cette fois-ci, va un peu plus loin que le tiroir au rapport. Il est accueilli dans le cadre de la préparation des lois Grenelle, il est accueilli par un des comités opérationnels de la loi Grenelle, par le comité opérationnel de la trame verte et bleue. Et là, dans ce comité opérationnel, il y a un sénateur du nom de Raoult, mais rien à voir avec l'hydrochloroquine. Ce sénateur relève que c'est une idée intéressante, que c'est un outil qui pourrait être très performant. Il le recommande au ministère de l'Environnement, mais à ce moment-là, alors qu'on est en pleine discussion des lois Grenelle, la FNSEA monte jusqu'au cabinet du ministre qui est chargé de l'environnement de l'époque et déclare que pour elle, c'est un casus belli. Si on se met à parler de ça, elle refuse de parler de tout le reste. Et donc, le rapport retourne dans le tiroir au rapport. En 2013, on me demande si je veux bien faire un rapport
sur les servitudes environnementales. Alors, vous connaissez le comique de répétition, bon, je l'apprécie aussi, mais là, je dis que, ayant déjà fait 2 rapports, n'ayant plus grand-chose à dire et à rapporter, ce que je propose, c'est plus de faire un rapport, mais de faire un projet de loi avec un exposé des motifs, de le donner au gouvernement qui en fera ce qu'il en voudra. Donc c'est ce que je fais un projet de loi avec un exposé des motifs, je le remets au gouvernement, et à ma grande surprise quand même, je dois bien le dire, je vois que ce texte fait partie du projet de loi qui deviendra en 2016 la loi biodiversité. La loi du 8 août 2016, donc loi dite pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cette loi inclut un article qui reprend la proposition que j'avais faite. Et la voilà partie dans la moulinette parlementaire. Alors évidemment, j'y retrouve mon bébé à la fin, mais enfin c'est un bébé qui a quand même subi les affres d'un accouchement difficile, et il est un peu déformé, mais j'accepte de continuer à le reconnaître, si je puis dire, en endosser la paternité. Donc il est aujourd'hui dans l'article L132.3 du Code de l'environnement, mais peu importe le numéro. C'est en fait un outil qui n'est pas simplement né dans l'esprit d'un universitaire fou, mais c'est un instrument qui est connu dans de nombreux pays. Donc je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé en faisant un peu de droit comparé. Et ici, vous avez une liste des États qui connaissent un dispositif très similaire ou très comparable à l'obligation réelle environnementale. Les USA, le Canada, alors pas tout le Canada, mais un certain nombre de provinces du Canada, Alberta, etc. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, vous voyez, mais pas la Grande-Bretagne, le Chili, la Suisse. Alors comme vous voyez, c'est une idée qui va revenir tout à l'heure, sans doute. On dit souvent, ah oui, mais ça relève du droit anglo-saxon, c'est pas adapté à nos pays, à nos droits, etc. Oui, c'est vrai pour les USA, c'est déjà un peu moins vrai pour le Canada, c'est vrai aussi pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, mais le Chili et la Suisse, c'est pas vraiment des droits anglo-saxons, c'est pas de la common law, c'est bien du droit romano-germanique, comme le droit français. Et de surcroît, la Suisse n'est pas réputée pour être un pays spécialement révolutionnaire et donc a adopté ce système. Ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'aux USA, où ce dispositif est mis en place depuis le début des années 60, 62 pour la première, c'est un dispositif qui correspond à 140 000 contrats qui couvrent 10 millions d'hectares. Donc ce n'est pas marginal, ce n'est pas un petit outil qui fonctionne à la marge, c'est vraiment un dispositif tout à fait important. Alors pourquoi un tel succès dans ces pays et pourquoi, je l'espère un jour, un succès équivalent en France? Bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'obligation réelle environnementale repose sur la liberté contractuelle. Alors évidemment, en droit français, dans la culture juridique française, on aime bien la loi qui vient d'en haut, qui dicte les règles, le règlement qui les détaille et qui s'applique sous la forme d'une pyramide. Les juristes parlent de la pyramide de Kelsen, qui s'impose comme ça, qui vient d'en haut, qui va... Et ici, on a un dispositif qui est tout l'inverse. C'est un dispositif qui est mis à disposition des citoyens, des justiciables, qui peuvent s'en emparer et qui peuvent en faire quelque chose selon leurs besoins. Et c'est un dispositif qui monte, mais qui repose vraiment sur la liberté contractuelle. Le périmètre de l'ORE, de l'obligation réelle environnementale, est tout à fait négocié. C'est-à-dire que j'ai un terrain de 200 hectares, je peux consentir une ORE sur les 200 hectares ou sur 2 hectares,
ou sur 2 arbres, ou sur un arbre dans mon terrain. C'est un contrat dont la durée est totalement négociée. On y reviendra tout à l'heure. Il y a eu de grosses discussions pour savoir s'il fallait fixer une durée minimale ou une durée maximale. Personnellement, je plaidais pour la liberté totale en disant qu'il faut laisser éventuellement les gens faire des expériences. Ils pourront vouloir consentir une ORE pour 5 ans, pour voir. Et puis, lorsqu'ils auront la preuve que ça marche, ils la renouvelleront. Il faut laisser ces possibilités-là. Mais il faut aussi laisser la possibilité aux gens qui veulent que ça soit 99 ans de la consentir pour 99 ans. Donc, la durée est totalement négociée. Le contenu des obligations dans le contrat est également totalement négocié, totalement libre. Vous verrez les quelques restrictions qu'il y a tout à l'heure, mais le principe, c'est la liberté de négociation du contenu. Donc ça, c'est la première raison du succès dans les autres pays, c'est que c'est un outil de liberté contractuelle. Deuxième argument, si je puis dire, en faveur, c'est que l'ORE permet de conserver la propriété du bien. Alors, ici, j'ai mis dans la famille. Mais, je veux dire, dans le patrimoine du propriétaire. Alors, si c'est un propriétaire privé, c'est souvent, oui, dans la famille. Si c'est un propriétaire individuel, je veux dire, c'est souvent, en effet, pour le conserver dans la famille. Mais ça peut être un propriétaire, entre guillemets, institutionnel, et vous mettez là-dessous des tas de propriétaires différents. Vous pouvez ici avoir un propriétaire institutionnel de ce tiers-lieu qui souhaite que ça reste dans son patrimoine pour des raisons X ou Y. Et l'ORE permet donc de conserver la propriété dans ce patrimoine tout en l'affectant dans une mesure totalement négociée au bien commun. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. J'ai un collègue, juriste, très connu de tous ceux qui font du droit de l'environnement, qui a une propriété familiale par son épouse, assez vaste, plusieurs dizaines d'hectares de forêt avec une rivière qui traverse, etc., très riche du point de vue écologique. Il a 3 ou 4 enfants, je ne sais plus. Il a d'excellentes relations avec ses enfants, il a parfaitement confiance dans ses enfants, mais il se dit qu'éventuellement il pourrait être sensible en cas de difficulté aux sirènes de certains promoteurs qui pourraient avoir envie de transformer ce lieu en autre chose. Et il a demandé à consentir une ORE pour 99 ans, de façon à ce que l'ORE soit rattaché à la terre, et que s'il vient à disparaître, je vous ai dit il avait 82 ou 83 ans, ça va bien lui arriver un jour, eh bien ce lieu soit protégé contre d'autres projets. Et puis enfin, la troisième raison du succès, c'est que dans tous les pays que j'ai cités, si l'ORE fonctionne bien, c'est qu'elle a bénéficié d'une fiscalité très incitative. Le législateur a mis ce qu'il fallait dans le panier, si je veux dire, pour inciter les gens à consentir des ORE. Après nous verrons comment ça marche concrètement, mais quelles sont les potentialités de l'obligation réelle environnementale? Eh bien, elles sont de diverses natures, et j'ai choisi de les classer en 2, c'est un peu arbitraire, mais il fallait bien faire quelque chose de ce type. D'abord, l'ORE peut accompagner des politiques publiques. Alors on se dit comment? Des propriétaires privés qui vont accompagner des politiques publiques? Ben oui, oui, ça n'a rien de choquant. Elle peut par exemple accompagner des politiques publiques en matière d'eau. On va demander à un propriétaire de consentir une ORE à la collectivité locale d'à côté ou à un établissement public pour protéger un captage, pour permettre la gestion de bassins hydrographiques. Donc,
mener une politique publique en matière d'eau grâce à des ORE consentis par des propriétaires. On peut également aider à la gestion de certains espaces protégés ou de leur voisinage. Alors là, j'ai des exemples très concrets. Par exemple, l'ORE peut être utilisé pour gérer certains terrains qui sont dans l'aire d'un parc naturel régional, ou bien qui sont dans l'aire d'adhésion d'un parc national. Vous savez que les parcs nationaux, dans les parcs nationaux, on distingue deux lieux différents. Il y a le cœur du parc, qui fait l'objet d'une réglementation étatique stricte de respect. Et puis autour de ce cœur, ou de ces cœurs, il y a une zone d'adhésion qui est ce qu'avant on appelait la zone périphérique. Aujourd'hui, cette zone d'adhésion, elle n'est pas soumise à la réglementation du parc, mais elle est soumise à la charte qui est signée par les communes avec l'État, l'établissement public du parc. Et dans cette aire d'adhésion, eh bien, les propriétaires peuvent être incités à s'engager dans des modes de gestion plus durables, plus respectueux de l'environnement, grâce notamment à l'outil de l'ORE. Elle peut aider, dans le même esprit, à la gestion des forêts, à la gestion de sites Natura 2000, en complément ou à la place des contrats Natura 2000. Elle peut aider à la protection de certains biotopes non protégés par un arrêté de biotope. Elle peut aider à la réhabilitation de sites contaminés. Donc, je ne suis pas sûr que la liste soit exhaustive. On pourrait penser encore à d'autres choses sans doute. Bref, l'ORE peut accompagner des politiques publiques. C'est la première liste, si je puis dire, des potentialités. Mais elle peut aussi accompagner des politiques ou des choix privés. Alors, l'une des plus évidentes, et qui est prévue d'ailleurs expressément par la loi, c'est que l'obligation réelle environnementale peut aider à la mise en œuvre de la compensation. Je suppose que vous savez tous ce qu'est la compensation, mais j'en dis juste un mot pour résumer. La loi fait obligation à certains porteurs de projets, à certains réalisateurs de travaux, de compenser les atteintes qu'ils portent à la biodiversité. Donc, Réseau Ferré de France décide de faire une voie TGV entre Bordeaux et Toulouse, et ce faisant, détruit par cette voie de la biodiversité, merci beaucoup, dans cette zone. La loi fait obligation à cet aménageur de compenser les atteintes à la biodiversité. Comment peut faire Réseau Ferré de France pour exécuter cette obligation? Elle peut acheter des terrains et mener sur ces terrains des actions de compensation. Elle peut passer des contrats avec des agriculteurs autour pour qu'ils mènent eux-mêmes des actions qui seront comptabilisées au titre de la compensation. Elle peut demander à des propriétaires de consentir une ORE à un établissement public, à une commune, à une association agréée pour la protection de l'environnement. Et dans le cadre de cette ORE, ces propriétaires s'engagent à conduire à mettre en place un certain nombre de mesures compensatoires qui seront comptabilisées au profit de l'aménageur. Et évidemment, c'est cet aménageur qui va financer ces mesures de compensation. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair, mais vous pourrez me faire préciser à travers des questions. Alors, je vous donne ici cet exemple. J'ai cité l'OEC, pardonnez-moi de ne pas avoir donné de précision. Il se trouve que depuis que je suis à la retraite, je vis une partie de l'année en Corse. Et donc, c'est l'Office de l'environnement de la Corse, l'OEC. Un propriétaire s'engage vis-à-vis de l'Office de l'environnement de la Corse à mettre en œuvre sur son terrain des obligations qui sont imposées par l'administration à un aménageur au titre de la compensation. L'aménageur paye
pour que le propriétaire accepte cette charge, et l'OEC, qui est le bénéficiaire de l'ORE, est le tiers garant et celui qui surveille, qui veille à ce que les obligations soient bien respectées. C'est également avec des ORE que l'on peut aujourd'hui reconstituer, si je puis dire, les réserves volontaires, les réserves naturelles volontaires, qui ont disparu en 2002. Alors elles ont disparu en 2002, on ne sait pas pourquoi, et je suis incapable de vous l'expliquer. C'est dans le cadre d'une loi qui a été adoptée à ce moment-là. Ces réserves volontaires ont été supprimées par inadvertance, peut-être, ou par choix délibéré, je n'en sais rien. En tout cas, elles ont disparu, et l'ORE permet de reconstituer des réserves volontaires. Si vous avez besoin de précision, vous levez la main, je m'interromps. Et... Oui, c'est Office de l'environnement de la Corse. C'est un exemple. Oui, oui, pardon. Oui, oui, j'ai... C'est un... C'est une slide que j'ai utilisée pour présenter l'outil en Corse et j'ai oublié de changer. Pardonnez-moi. Oui, oui. Donc c'est un établissement public corse. Et donc, troisième potentialité privée, si je puis dire, c'est un outil de valorisation durable des terrains. Alors je m'explique. Et je vais reparler de la Corse à nouveau. En Corse, les 3/4 du territoire, heureusement, sont à peu près inconstructibles dans le cadre du parc naturel régional. Et donc, le sentiment pour les propriétaires, eh bien, c'est que leur terrain ne vaut plus rien, n'a plus aucune valeur, qu'on les a dépossédés. Tout cela nourrit, vous vous en doutez, une acrimonie et, contre l'État colonial qui... Bon. Une des façons de revaloriser ces terrains, c'est de dire non, vos terrains ne sont pas valorisables par la construction, mais il y a d'autres valorisations possibles. Vous pouvez peut-être accueillir sur vos terrains des cultures de plantes pour des huiles essentielles en bio, avec un cahier des charges très strict. Vous pouvez bénéficier pour ce terrain de subventions qui sont accordées pour la protection de certains milieux, de certaines espèces. Bref, c'est pas la panacée, c'est pas comme si on pouvait construire un immeuble de 6 étages, mais face à la mer, et qui rapporterait évidemment beaucoup plus, mais c'est quand même une façon de valoriser votre terrain et de considérer que ce n'est pas un terrain qui est gelé, qui est mort, qui n'a plus aucun intérêt. Voilà pour les potentialités, donc à la fois accompagnement de politiques publiques, mise en place de choix privés. Alors, j'en viens au plus compliqué, si je puis dire, mais n'hésitez surtout pas à m'arrêter. Ce sont les aspects un peu plus techniques. Comment ça marche? Alors en fait, c'est un contrat. Ça, c'est l'idée de départ, c'est un contrat qui est librement consenti, donc qui repose sur la volonté. Vous retrouvez l'idée, la liberté contractuelle. Je contracte si je veux bien. Deuxième précision, c'est un acte authentique. Ce n'est pas un contrat que l'on peut rédiger sous seing privé. C'est un acte authentique qui implique l'intervention d'un officier public. Donc ça peut être un notaire, ça peut être, si les partenaires sont publics, ça peut être un maire par exemple, mais il faut que ce soit un officier public qui rédige l'acte et qui le signe. C'est un contrat, alors je ne vais pas aller très loin là dans les explications parce que c'est peut-être pas très utile, c'est un contrat qui sera soit de droit public, soit de droit privé, selon la qualité des parties, essentiellement. Si par exemple, je vous donne deux exemples.
Dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure de mon collègue qui veut mettre sa propriété sous obligation réelle environnementale au bénéfice d'un conservatoire d'espace naturel, lui est une personne privée, le conservatoire d'espace naturel a un statut associatif personne privée, le contrat est un contrat de droit privé, il n'y a aucun doute. Autre exemple, en Haute-Savoie, la première ORE qui a été signée, c'est une commune qui a acheté successivement plusieurs terrains autour d'un étang. Elle a, au cours des années, elle est devenue propriétaire de l'ensemble des terrains autour de cet étang, et tous ces terrains étaient dans son domaine privé. Elle était commune, mais c'était dans son domaine privé. Et elle a consenti une ORE à un conservatoire d'espace naturel. Donc en l'espèce, il y a une personne publique, mais c'est sur son domaine privé. Le conservatoire d'espace naturel est une personne privée. S'il n'y a pas de clause, comme disent les juristes, exorbitante du droit commun, le contrat est à l'évidence un contrat de droit privé. En revanche, il y a des hypothèses où ça va être un propriétaire public qui va consentir une ORE au bénéfice d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale. Et là, alors, on aura des partenaires publics et peut-être des clauses exorbitantes du droit commun, donc un contrat de droit public. La différence principale, c'est le juge compétent. Si c'est un contrat de droit privé, c'est le juge judiciaire. Si c'est un contrat de droit public, c'est le juge administratif. Je m'arrête là dans le détail technique, on pourra approfondir plus tard. Alors, j'espère que vous voyez suffisamment, bien qu'il y ait un peu plus de texte ici. Quelles sont les parties au contrat? Alors, il y a des parties principales et puis des parties secondaires, si je puis dire, accessoires. Les parties principales, c'est-à-dire celles qui doivent y être absolument, c'est d'abord un propriétaire foncier. Un propriétaire foncier, encore une fois, ce propriétaire va s'engager pour la durée qu'il détermine. Je reviens un peu sur cette question de durée. Certains disaient, il faut que ça soit très court, il faut le limiter à 5 ans, parce que c'est un propriétaire qui renonce à ses prérogatives de propriétaire, c'est une atteinte grave, entre guillemets, à la propriété privée, même si elle est volontaire, il faut que ça se termine vite. D'autres disaient, mais pas du tout, ça n'a pas de sens, il faut que ça soit 90 ans au moins, parce que si on veut protéger la biodiversité, si on veut protéger l'environnement, il faut que ça soit des mesures pérennes, donc qui soient longues, il ne faut pas que ça soit moins de 90 ans. Moi, je plaidais pour laissons les parties agir et choisir la durée qu'elles souhaitent. Pour la raison que j'ai exposée tout à l'heure, on peut vouloir faire un essai sur 5 ans, sur 10 ans, en prévoyant une clause de renouvellement. On peut parfois souhaiter, je vais vous donner encore l'exemple de mon collègue, que ce soit pour 99 ans. Bref, l'idée, c'est toujours la liberté contractuelle. Laissons les parties choisir ce qu'elles veulent et négocier. Donc, d'un côté, un propriétaire foncier. De l'autre côté, l'autre partie, le bénéficiaire de l'ORE, c'est soit une collectivité publique, soit un établissement public, soit une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Alors, collectivité publique, établissement public, on voit bien ce que ça veut dire. Personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement, on pense tout de suite une association, une ONG de protection de l'environnement. Mais là, le texte est un peu imprécis et il y a un débat qui est né sur cette question parce qu'on a vu des aménageurs dire « Ah mais moi je m'appelle Eiffage, je fais des autoroutes et lorsque la loi m'oblige à compenser les dommages que je fais,
pendant que je fais de la compensation, je suis une personne morale de droit privé qui agit pour la protection de l'environnement. Et donc, je peux être bénéficiaire d'une ORE. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore de décision des tribunaux sur ce point. Moi, j'ai écrit dans des articles, je dis dans toutes les conférences que je peux faire sur le sujet, que c'est évidemment un détournement de l'esprit de la loi évident, et que une entreprise dont l'objet social principal, le cœur de métier, est de faire des aménagements qui détruisent l'environnement, ne peut pas se présenter sous prétexte que la loi lui fait obligation de compenser, ne peut pas se présenter pendant quelques mois comme une personne de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Elle agit pour la protection de l'environnement parce que la loi l'y oblige. Mais c'est tout. Et donc, j'estime qu'elle ne peut pas être bénéficiaire. Mais je vous signale ce point, ce doute. J'avoue qu'au moment où j'ai proposé le texte, je n'avais pas pensé à cette interprétation, mais ça prouve qu'il faut réfléchir longtemps. Alors, je termine et puis je vous donne la main. Quand on a dit ça, on a eu des aménageurs qui ont levé la main en disant « Attendez, moi, je suis aménageur d'éoliennes. Je construis des éoliennes. Et donc, je suis tenu effectivement à compensation. Mais moi, alors là, je suis bien une personne de droit privé agissant pour la protection de l'environnement puisque je construis des éoliennes, donc des énergies renouvelables, donc des énergies propres. Donc là, vous ne pouvez plus... l'argumentation que vous développiez à propos du constructeur d'autoroute, vous ne pouvez plus le développer à propos de l'aménageur d'éoliennes. Eh bien, on ne sait pas, les tribunaux n'ont pas statué. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'il y a plusieurs ORE qui ont été signés au bénéfice d'aménageurs qui se sont présentés et que donc des notaires ont accepté de les considérer comme des personnes morales de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. On verra ce que ça va donner dans la jurisprudence. Je suis incapable de lire dans le marc de café. Oui, pardon. Oui, Philippe Chana, les détournements qu'on constate quand il y a compensation, on les trouve dans d'autres champs, et là, on n'a pas de jurisprudence non plus. On n'a pas de situation qui soit suffisamment équivalente pour pouvoir les transposer. Donc là, on est dans le... Encore une fois, tous ceux qui ont écrit sur la question, ce sont des universitaires, mais enfin bon, souvent on dit que la doctrine universitaire alimente la jurisprudence quand même. Hein. Tous ceux qui ont écrit sur la question disent, non, c'est pas sérieux, un aménageur qui compense, ça reste un aménageur qui pendant un temps, et parce qu'il y est obligé par la loi, compense. Mais ce n'est pas pour autant une personne qui agit pour la protection de l'environnement, même s'il aménage des éoliennes. Parce que son projet, c'est quand même l'aménagement. Et encore une fois, il est tenu de compenser parce qu'il détruit de la biodiversité. Ce serait quand même un peu curieux qu'il soit perçu comme protégeant l'environnement par son activité. Mais je suis obligé de dire que là, il y a un point d'interrogation. Donc, les deux parties principales... Oui, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire pour cette partie-là, être bénéficiaire de l'ORE? Bénéficiaire, c'est-à-dire que c'est à son profit que le propriétaire consent l'ORE. Vous êtes, prenons un cas qui ne soulève pas le problème que j'évoquais à l'instant, une commune, imaginons ici le lieu, imaginons que le propriétaire de ce lieu consente une ORE, il va consentir cette ORE par exemple à la ville de Grasse, c'est-à-dire qu'il va s'engager vis-à-vis de la ville de Grasse à respecter un certain nombre d'obligations sur ce lieu, de ne pas planter n'importe quoi, de ne pas avoir des méthodes qui portent atteinte à l'environnement, de gérer l'eau d'une certaine façon, de respecter le sol, etc. Il s'y engage à l'égard de la ville de Grasse, qui sera donc chargée de surveiller qu'il exécute ses obligations. Et donc la ville de Grasse est bénéficiaire dans ce contrat
de l'ORE qui a été consentie. C'est ça, c'est le garant. C'est ce que dans un autre contrat on appelle le créancier. Hein, c'est le créancier et celui qui consent l'ORE est le débiteur. Mais il y a la possibilité à ces deux parties, le propriétaire foncier et puis le bénéficiaire, il est possible d'y adjoindre une troisième personne, possibilité d'une convention tripartite. C'est le cas de la compensation. Un aménageur ou un porteur de projet qui est soumis à compensation demande à un propriétaire de consentir une ORE à une collectivité publique, un établissement public ou une ONG, et il finance la mise en œuvre de l'exécution des obligations. C'est-à-dire que là, l'aménageur est le financeur, mais il intervient à la convention pour dire, moi je note que vous vous engagez vis-à-vis de la ville de Grasse à mettre en œuvre telle et telle obligation, et je vais financer vos actions pour que vous puissiez les mener à bien, mais moi je ne suis pas bénéficiaire, je vais simplement, en tout cas je ne suis pas bénéficiaire direct de ces obligations, je vais peut-être en tirer parti au titre de la compensation, mais surtout je vais financer les obligations que vous prenez vis-à-vis de la collectivité publique. Également, on peut adjoindre à la convention ORE une convention de gestion avec un tiers qui va s'engager à mettre en œuvre concrètement les obligations du propriétaire. Alors, là aussi, il faut que je vous donne une illustration. Un propriétaire, mon collègue dont je vous parle depuis tout à l'heure, et qui doit avoir les oreilles qui sifflent, accepte de consentir une ORE, par exemple, à sa commune. Donc il dit, je m'engage à maintenir la propriété dans l'état où elle est, à ne pas faire de coupe d'arbres, à faire des relevés botaniques et des relevés faunistiques réguliers, à protéger telle ou telle espèce, etc. Je m'engage vis-à-vis de ma commune. Mais comme ce n'est pas mon métier de préserver les espaces, je passe accessoirement à cette ORE une convention avec la LPO qui va m'aider à gérer les espèces de la vie faune, avec le conservatoire d'espaces naturels qui va m'aider à gérer tel autre aspect. Donc je peux avoir, en tant que propriétaire, je peux accepter de m'engager, bien sûr, et c'est moi qui suis responsable si les obligations ne sont pas exécutées, mais cet engagement, je ne peux le tenir que si je suis assisté par quelqu'un avec lequel je passerai une convention de gestion. Alors, quelles sont les obligations, maintenant, qui sont dans le contrat? Vous me demandez d'aller plus vite si je suis trop long, hein, je ne réalise pas. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Hein. Quelles sont les obligations du propriétaire, du débiteur, donc celui qui consent l'ORE? Mais ces obligations sont librement déterminées dans le contrat. Principe de liberté contractuelle. J'écris dans le contrat ce que je veux, avec une seule contrainte qui est dans la loi, c'est que ces obligations, elles doivent avoir pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Voilà pourquoi le E, c'est une obligation réelle environnementale, parce que le propriétaire ne peut s'engager qu'à des obligations qui ont cet objet-là. Mais évidemment, là-dedans, on peut évidemment faire entrer des choses extrêmement diverses. Je vais consentir une ORE. Je connais par exemple un exemple où une ORE a été consentie. C'est en Suisse, dans l'équivalent de l'ORE en Suisse, pour préserver une allée d'arbres dans un parc. Le propriétaire a consenti une ORE non pas pour protéger le parc, mais l'allée d'arbres, etc. Je connais, ici dans la région, un propriétaire qui a consenti une ORE
pour protéger un site ou niche des chauves-souris. Donc sur sa propriété, il a un endroit avec une petite grotte, etc., où des chauves-souris viennent. Eh bien, il a accepté une ORE pour préserver ça, pour protéger ça. Et évidemment, il s'est associé, une association de protection des chiroptères, pour l'aider à mettre en œuvre l'obligation qu'il a acceptée. Et puis, au contraire, je peux, et je fais revenir mon collègue après les chauves-souris sur la scène, je peux m'engager à protéger l'ensemble du site avec ses forêts, sa rivière, sa faune, sa flore. Grande particularité, les obligations que prend le propriétaire, ça c'est très important, elles peuvent être aussi bien des obligations de faire, des obligations positives, adopter certaines méthodes de culture, curer les ruisseaux de manière non mécanique, ne semer que des grains labellisés Corsica Grane, voilà un autre exemple. Donc des obligations de faire, ou bien des obligations de ne pas faire. Je renonce aux intrants chimiques, je ne procède pas à des brûlis, etc. Je dis grande particularité, mais ça ne parlera peut-être parmi vous qu'aux juristes, parce que en droit français, les servitudes ne peuvent comporter que des obligations de ne pas faire. C'est l'obligation de passage, je ne peux pas, je laisse passer, mais c'est passif, je laisse passer mon voisin sur le chemin. Obligation de servitude de puisage, je le laisse puiser de l'eau, je ne peux pas l'empêcher de puiser de l'eau. Servitude de vue, je ne peux pas monter en mur pour lui couper la vue. Ce sont toujours des obligations de ne pas faire. Et on disait, on ne peut pas créer des servitudes comportant des obligations de faire. Eh bien là, on a créé quelque chose qui peut comporter des obligations de faire. Et évidemment, pour la protection de l'environnement, c'est absolument nécessaire, parce que ça implique des actes positifs et pas seulement des abstentions. Les obligations du co-contractant, c'est-à-dire celui que j'appelais tout à l'heure le bénéficiaire. Les obligations du co-contractant, c'est-à-dire la collectivité publique, l'établissement public, ou bien l'ONG, la personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement, qui sont bénéficiaires de l'ORE. Donc ces obligations, comme pour le propriétaire, elles sont librement déterminées dans le contrat, mais elles doivent exister. Il doit y avoir des obligations à la charge du bénéficiaire. Alors ça a été introduit par le Parlement. Ça ne figurait pas dans le projet que j'avais présenté. Moi, je considérais qu'il pouvait y avoir des ORE unilatérales, c'est-à-dire où seul le propriétaire s'engageait à quelque chose. Le Parlement, avec des débats surréalistes, que je suivais pour le ministère de l'Environnement, qui me demandait, on a tel amendement, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, donc je leur proposais des réponses. Le Parlement a considéré qu'un contrat, ça ne pouvait être qu'avec des obligations réciproques. Ils ont juste oublié de lire le Code civil, qui depuis 1804 dit qu'il y a des contrats réciproques, ça s'appelle les contrats synalagmatiques, et des contrats unilatéraux, où il y a une seule des parties qui s'engage. Bon, c'est dans le Code civil depuis 1804. J'ai essayé de le faire valoir pendant les débats parlementaires en disant non mais ne vous affolez pas, c'est 1804, c'est Napoléon, donc c'est du solide, mais rien à faire. Les sénateurs notamment ont dit non, il faut que ça soit réciproque. Donc dans la loi, il y a engagement réciproque. Alors ces engagements réciproques, en quoi peuvent-ils consister? Ça peut être des obligations financières, je l'ai dit tout à l'heure. C'est vous faites ceci et en contrepartie, je vous donne de l'argent pour vous aider à le réaliser, pour aider à le mener à bien. Ça peut être d'ordre technique. Je vous assiste techniquement je vais vous donner un exemple, pour mettre en œuvre. Ça peut être des assistances, c'est technique aussi, mais enfin des assistances de gestion. Par exemple, je vais vous aider à faire vos demandes de subventions pour obtenir des prêts ou des subventions, des aides pour mener à bien le projet.
Je vous donne un exemple. Corse. Un petit village de Corse, village médiéval, merveilleux, qui s'appelle Lama, a réuni tous les propriétaires de jardins de la commune en leur disant voilà ce qu'on vous propose, vous nous consentez une ORE à nous communes, vous propriétaires privés à nous communes, par laquelle vous vous engagez à ne planter dans vos jardins que des espèces endémiques de flore corse, labellisées par des graines qui est le label Corsica Grane. Ce sont des espèces de flore endémiques dont les graines ont été recueillies dans le maquis, etc. Vous ne plantez que ça dans vos jardins. Alors c'est une flore qui est très très diverse, hein, qui peut aller de fleurs à des plantes aromatiques, etc. Deuxième obligation que vous prenez, vous acceptez que serpente au milieu des jardins un sentier botanique que la commune utilisera pour développer l'attrait touristique du coin. Et la commune vendra des tickets aux touristes pour les accompagner avec un guide au milieu des jardins pour leur faire découvrir la flore corse, etc. Et en contrepartie, voilà la contrepartie, la commune vous aide financièrement et techniquement pour l'entretien des murets qui séparent les jardins ou qui soutiennent les planches des différents jardins. Et elle vous assistera aussi pour obtenir les graines Corsica Grane auprès du Conservatoire botanique national de Corse, pour faire d'éventuelles demandes de subventions, etc. Voilà en quoi consiste le contrat en l'espèce. Les propriétaires s'engagent à tout ce que j'ai dit et la commune les aide matériellement, financièrement pour l'entretien des murs, pour l'acquisition des graines et pour la gestion. Oui, vous vouliez. Oui, Manon Garcia, je l'ai dit tout à l'heure. Excusez-moi. On a plusieurs retours de personnes qui sont à l'écoute et qui disent que quand on prend la parole dans la salle, on ne nous entend pas, donc il faut parler très fort. Ok. Donc Manon Garcia, j'ai oublié tout à l'heure. Vous parlez d'engagement réciproque, vous disiez que selon vous, du coup, c'était pas forcément nécessaire de le mettre, mais là, dans cet exemple, comment ça pourrait fonctionner s'il n'y avait pas, du coup, ces engagements réciproques? Ah oui, non mais la question pour moi, c'était pas d'interdire les engagements réciproques, c'était de permettre les engagements réciproques quand les parties veulent négocier des engagements réciproques, mais de laisser la possibilité de ne pas avoir d'engagement réciproque pour un propriétaire qui souhaiterait unilatéralement consentir une ORE au bénéfice de quelqu'un sans avoir de contrepartie. C'était toujours dans l'esprit de la liberté contractuelle. Encore une fois, bien sûr, il ne s'agissait pas d'interdire les engagements réciproques, hein, bien sûr. Oui, ça peut faciliter les engagements réciproques, bien sûr. Hein. Mais il y a des hypothèses où vous avez... écoutez, vous connaissez tous, en tout cas tous ceux qui sont de la région, le parc national de Porquerolles. Bon, il se trouve que je le connais bien puisque je préside le conseil scientifique du parc national de Porquerolles. Et donc j'ai eu un peu accès à son histoire. Et le parc de Porquerolles, c'est la propriétaire de l'île de Porquerolles qui est allée voir le président Pompidou à l'époque et qui lui a dit, écoutez, je suis âgé, je ne serai pas là tout le temps, les promoteurs sont autour de l'île et surveillent ma mort avec ma mort prochaine avec les yeux de chimène ou de vautour. Et dès que je serai disparu, ils feront une pression sur mes héritiers pour acquérir sur l'île des espaces et construire tout ce qu'ils peuvent construire. Elle est allée voir le président Pompidou en lui disant « classez-moi en parc. Mettez un parc national sur l'île. Je vous demande juste une chose, c'est de pouvoir, dans cet endroit,
construire une maison supplémentaire pour mes enfants, et ensuite vous classez tout. Voilà, je veux dire, là on a une démarche où elle n'attendait pas d'engagement réciproque, elle voulait protéger le bien. Ah bon. Et aujourd'hui, ben, c'est un parc national. Donc, vous voyez, mon idée principale, vraiment, dans ce dispositif, c'est laissons les parties. Et là encore, là je viens de parler de quelqu'un très riche, propriétaire d'une île, on est dans une autre planète que la nôtre. Bon. Mais j'ai parlé des petits propriétaires de jardins corse, ça c'est tout à fait nous, c'est vous, ici, c'est etc. J'ai parlé de mon collègue, c'est aussi une belle propriété, mais l'étang en Haute-Savoie avec ces petites parcelles autour, c'est beaucoup plus modeste. Donc on a des projets de toutes dimensions avec des comment dirais-je, des modèles économiques radicalement différents. Et l'idée pour moi, c'était il faut conserver, il faut laisser à cet outil sa capacité d'adaptation aux besoins. Bon, rassurez-vous, ça va être bientôt terminé. Dernier volet, si je puis dire, les relations entre le propriétaire et les autres. Alors, d'abord, ça c'est le point essentiel. Tout à l'heure, nous en parlions avec le monsieur qui me filme au fond. Le point essentiel, c'est le propriétaire, ses héritiers ou ses acquéreurs. Les obligations réelles environnementales ne sont pas rattachées à la personne du propriétaire. Il ne s'agit pas d'obligations personnelles, mais au terrain réel, c'est res en latin, la chose. L'obligation réelle, c'est l'obligation rattachée à la chose, et qui est donc transmise pendant toute la durée du contrat aux futurs propriétaires, que ce soit les héritiers, que ce soit l'acquéreur du terrain. Là aussi, un exemple d'ORE qui a été signé, des exploitants agricoles qui ont pendant toute leur vie géré leur exploitation avec un souci de durabilité affiché, cultivant en bio, mais ayant aussi une attention au bien-être animal, attentif à l'eau, au sol, etc. Bref. Leurs enfants sont tous partis, sont disséminés, ne reprenaient pas la ferme, et les parents vieillissant, il a été question de vendre l'exploitation agricole. Mais les parents ont dit, nous bien sûr on comprend tout à fait, vous avez fait votre vie ailleurs, mais ça nous ennuierait beaucoup de voir l'exploitation changer de direction. Et ils ont consenti une ORE à un conservatoire d'espaces naturels, encore une fois, un conservatoire d'espaces naturels en prenant des engagements sur l'eau, sur l'absence d'intrants chimiques, sur la façon de curer les ruisseaux, sur le maintien des haies, sur, etc. Et ils ont mis sur cette exploitation une ORE pour 99 ans. Et ils ont dit, voilà, maintenant on peut la vendre. Alors évidemment, hein, vous comprenez bien que peut-être qu'ils l'ont vendu moins cher, parce qu'il y avait des contraintes avec. Enfin, l'intérêt, ce sur quoi j'insiste, c'est que c'est lié, c'est rattaché à la terre, et que donc le changement de propriétaire ne modifie pas la situation du bien. Deuxième partenaire avec lequel le propriétaire peut avoir des relations, c'est le preneur à bail rural. Alors bien sûr, il y a des tas de propriétés agricoles sur lesquelles le propriétaire a consenti un bail à un exploitant, un bail rural. Il fallait en tenir compte parce que les obligations que prend le propriétaire vont s'imposer au preneur à bail rural, et donc ça peut créer une difficulté. La loi a prévu, ça c'était dans le projet que j'avais rédigé, l'accord nécessaire du preneur. Il faut que le preneur participe
au contrat et qu'il donne son accord. Il doit se prononcer dans le délai de 2 mois. On lui notifie la volonté du propriétaire de consentir une ORE. Il doit réagir dans les 2 mois et nous avons réussi à le maintenir contre vents et marées. Et vents et marées, en l'espèce, ça s'appelle FNSEA. Le refus doit être motivé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour le preneur de dire « Non, non, moi je refuse, je ne veux pas. » Point. Parce que c'était évidemment tuer l'outil chaque fois qu'il y avait un preneur de loi. Donc, il a été dit dans la loi que le refus devait être motivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'autre précision. Le refus doit être motivé. Ce qui veut dire que le preneur doit donc exposer les motifs et qu'éventuellement ces motifs peuvent être soumis au juge s'ils sont considérés comme abusifs, illégitimes, etc. Enfin, abusifs, je pense surtout à l'abus du droit de refuser qui peut être plaidé devant le juge s'il n'y a pas d'exemple encore pour l'instant en jurisprudence. Enfin, troisième série, le propriétaire et les chasseurs. Au moment du débat parlementaire, j'ai pu voir ce que c'était le groupe chasse au Parlement. C'est un groupe transversal qui fait toute l'Assemblée, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Vous avez des députés répartis dans tous les groupes et qui défendent avec une hargne et une efficacité redoutable les intérêts de la chasse. Et donc, ils ont alors d'abord cherché à torpiller le projet. Là-dessus, avec la FNSEA, ils étaient assez d'accord. Et puis, finalement, ils ont accepté que soit inscrit que les obligations consenties par le propriétaire ne doivent pas porter atteinte aux droits liés à l'exercice de la chasse, ni à ceux relatifs aux réserves cynégétiques. C'est-à-dire que les obligations réelles environnementales ne peuvent pas nuire, ne peuvent pas porter atteinte à des droits qui existent au bénéfice des chasseurs. Ça allait de soi. Et moi j'ai plaidé ça longtemps en disant mais inutile de le dire, ils ont des droits, personne. C'est pas un contrat entre personnes privées qui peut porter atteinte à des droits qu'ils ont en vertu de la loi. Donc c'est pas la peine de le dire dans le texte. Mais la pression était telle que le gouvernement a accepté que ce soit réinscrit officiellement dans la loi. Alors où en est-on aujourd'hui? Eh bien, vous l'avez compris à travers mes exemples, les conservatoires d'espaces naturels sont très très impliqués. Alors si vous cliquez sur ce lien, ça vous renvoie pour quelques minutes. Alors je ne sais pas si c'est possible de le faire au site des conservatoires d'espaces naturels. On va voir si ça marche ou pas. Et après on espère pouvoir revenir. Voilà. Alors ça doit être, voilà, c'est cette petite vidéo là. Mais on n'a pas le son. Parce qu'il y a une jolie musique. Ça va être un peu... On peut mettre le lien sur le pad, s'il vous plaît, sur votre commentaire. On fait ça. Peu importe, hein, c'est pas essentiel à la démonstration. Mais donc, je poursuis pendant les essais techniques, mais sinon on revient à... c'est donc les conservateurs d'espaces naturels se sont beaucoup impliqués, et notamment ils ont recruté, avec l'aide de l'État d'ailleurs, une personne qui est dédiée à la mise en place des ORE sur le territoire au bénéfice des conservateurs d'espaces naturels. Et ils ont notamment rédigé une trame de contrat d'ORE sur laquelle ils m'ont demandé de travailler et qui a été transmise aux
au notariat. Donc aujourd'hui, je vous le dis, parce que si vous avez affaire avec un notaire, vous pouvez lui signaler, parce que souvent il ignore, qu'en s'adressant au CNB, au Conseil national non, pas des barreaux, pardon, enfin l'équivalent pour le notaire, j'ai oublié le nom. Comment ? Oui, non, mais au niveau national, c'est le Conseil national du notariat ou quelque chose comme ça, enfin bon, bref. Aux instances professionnelles, ils ont dans leur banque de données un modèle de contrat avec, vous savez, des crochets pour les modifications que l'on veut introduire, mais vous avez la trame qui est faite. L'avenir de l'ERE, eh bien, il dépend de sa réception par les acteurs sur le terrain. Donc il faut évidemment que les élus locaux soient prêts à jouer le jeu, puisqu'ils vont être notamment, ils vont pouvoir être bénéficiaires de ces ERE. Encore faut-il qu'ils connaissent l'existence, les établissements publics, les associations, les agriculteurs et les organisations professionnelles d'agriculteurs. Alors, j'ai été très méchant avec la FNSEA jusqu'à présent. Je dois dire que depuis pas très longtemps, ils ont légèrement évolué et ils admettent que ce n'est pas forcément une mauvaise idée et que notamment des agriculteurs pourraient tirer certains revenus en consentant des ORE. Mais dans les derniers propos qui m'ont été rapportés, je dis qu'ils m'ont été rapportés parce que je dois aussi ajouter que la FNSEA ne me parle pas et refuse de me parler, de m'inviter, n'en parlons pas, mais même de me parler. Aujourd'hui, la position de la FNSEA, c'est qu'il faut parler le moins possible de l'ERE pour que ça ne soit pas connu, parce que c'est une bombe atomique, je cite. Ils considèrent que c'est un outil qui est extrêmement dangereux pour les intérêts qu'il représente. Franchement, en essayant d'être de bonne foi et de me placer, je ne vois pas en quoi c'est dangereux pour les intérêts qu'ils ont pour objet de défendre, mais c'est comme ça. Ça dépendra aussi beaucoup de l'évolution de la fiscalité. Aujourd'hui, voilà les deux exonérations qui sont prévues, exonération des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, ça c'est dans la loi, et puis possibilité pour les communes de dispenser de la taxe sur les propriétés foncières non bâties pour les propriétés qui se sont engagées dans ce dispositif. C'est très insuffisant, il y a des tas d'autres propositions qui ont été faites. Les dernières ont été retoquées par Bercy pour l'instant, et donc on n'avance pas pour l'instant sur ce terrain de la fiscalité. Or, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, si ça s'est beaucoup développé dans certains pays étrangers, c'est notamment grâce à une fiscalité incitative. Donc, évidemment, il y a du travail à faire sur ce terrain. Eh bien, voilà, merci de m'avoir écouté peut-être trop longtemps. Je m'interromps et puis je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. On explique aux personnes qui sont à distance aussi, en fait on a un dispositif technique où pour que vous entendiez bien l'intervenant, on a un micro unidirectionnel dans le cas où c'est pour ça que vous entendez peu la salle, et puis on essaye de varier les dispositifs, enfin je vous disais, c'est qu'on fait tout ce qu'on peut, voilà. Donc normalement là vous devez entendre un peu mieux la salle. Donc s'il y a des questions d'explication. Sinon, je suggère qu'on se rapproche pour poser la question en gardant la distance par rapport à Gilles et ensuite on se rassoit. Oui, ça peut être possible aussi. Moi j'ai une question technique de la part de Nicolas-Lix et j'ai une question technique de la part de gens qui sont à distance et qui se demandent s'ils peuvent poser des questions. Qu'est-ce que tu veux ? C'est une intervention de Nicolas Lix qui dit que des personnes à distance demandent si elles peuvent poser des questions. Alors ça, c'est la seule question à laquelle je ne puisse pas répondre. Non, là, ce matin, les personnes à distance ne peuvent pas poser de questions.
Là, on est vraiment entre nous, donc les C'est questions. le principe d'organiser quelque chose en présentiel, Ce matin, accessible à distance, mais c'est vraiment pour ce matin, c'est pas possible de poser des questions puisqu'on est sur un live. on est sur un live grand Facebook, public. on n'est pas, Il faut on n'est pas parler sur un fort, live il faut parler de grands trucs, mais là, si on fait comme ça, j'ai des bons retours. Non, non, on Ok. entend bien comme ça. C'était prévu pour les questions d'enlever. Alors après, les personnes à distance, s'ils connaissent quelqu'un dans la salle, ils peuvent leur envoyer aussi un SMS ou un message pour que la personne traduise. Ça, c'est... Non, mais on entend bien. Vous avez aussi mon adresse mail là et vous pouvez m'écrire directement. Voilà. Je le recevrai sur mon téléphone. Voilà. Ah non, je l'ai mis en mode avion. Non. Vas-y. Tu te rapproches du micro, ouais, c'est cool. Allez-y, je m'éloigne. Avec ton orange, s'il te plaît. Théo Lachman, j'avais une question sur est-ce qu'on arrive à savoir si s'il y a une surveillance des obligations, du respect des obligations par les bénéficiaires? Est-ce qu'on arrive à avoir un retour sur cette surveillance-là? Ou est-ce que c'est un peu laissé au bon vouloir? Et je veux bien compléter, Philippe Alix, je veux bien compléter parce que vous avez parlé de tiers garant. Est-ce que le tiers garant, il est responsable du respect des obligations si jamais il y a un des co-contractants qui est défaillant? Alors, la réponse dans l'ordre, non, on n'a pas pour l'instant d'études, d'analyse, parce que je ne sais pas si je le disais sur une des slides, mais oui, je disais, les CEN sont très impliqués. Il y a environ 8 contrats qui ont été signés par des conservatoires d'espaces naturels et une dizaine d'autres qui sont en négociation. Il y a environ 200 contrats hors CEN, notamment à l'occasion d'opérations de compensation. Frémissement chez les notaires qui commencent à connaître l'outil. Et je terminais en disant les pouvoirs publics traînent les pieds, on n'a toujours pas de rapport ni de statistiques. Voilà. Alors, je précise, la loi de 2016 disposait expressément, dans les 2 ans du vote de la présente loi, le gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport pour faire le bilan de la mise en place des obligations réelles environnementales et proposer des incitations fiscales de nature à en améliorer le développement. La loi est du 8 août 2016. Si je calcule bien, le 8 août 2018, ça devait faire 2 ans. Si je calcule bien aussi, nous sommes en 2021 et le rapport n'est toujours pas fait par le gouvernement. En 2018, il n'y avait pas encore la Covid. Donc ils auraient pu déposer, je veux dire, ils ne peuvent pas invoquer la... à l'heure actuelle, le rapport a été préparé par le ministère de la Transition écologique, mais il est sous secret défense, je n'ai pas pu y avoir accès. Il a été transmis à Bercy, et là je suppose qu'il doit dormir dans un tiroir de Bercy d'où il n'est pas sorti, mais parce que comme il prévoyait de demander des incitations fiscales, donc alors je reviens à la réponse à la question, donc nous n'avons pas de rapport, de statistiques, les informations que j'ai données sur le nombre de contrats, etc., je les ai, j'allais dire, au gré des déplacements que je peux faire ou des conférences auxquelles je suis invité ou des rapports avec les CEN qui me disent tiens, là on a signé un 8e, pourquoi je vous dis 8 j'ai été à Lyon où j'ai appris qu'il y en avait 200 hors CEN, 200, 250 m'a-t-on dit, mais voilà, j'ai pas plus d'informations que ça. Alors qu'est-ce qu'il se passe si le bénéficiaire n'exerce pas ses droits? Eh bien, vous avez raison de poser la question parce que c'est comme dans n'importe quel contrat. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire, que vous louez votre appartement,
que votre locataire ne paye pas son loyer et que vous ne lui demandez pas de payer son loyer, ben, il ne paiera pas son loyer. Et puis ce n'est pas quelqu'un d'autre, un tiers extérieur à la relation, qui va venir pour l'obliger à payer son loyer. Là, on est dans un contrat, on est dans des relations où il faut que ce soit le créancier qui mette en œuvre l'obligation dont il bénéficie, qui mette en œuvre sa créance. S'il ne la met pas en œuvre, ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr. Mais l'idée, et je vous ai dit qu'aux États-Unis, ça s'était beaucoup développé, c'est que ce que l'on constate en tout cas, c'est que ce qui marche le mieux, c'est lorsque les bénéficiaires sont des acteurs, entre guillemets, militants. C'est-à-dire, si vous consentez une ORE à la LPO pour protéger un site d'avifaune, il y a des chances pour que la LPO, bénéficiaire de l'ORE, vous rappelle à vos devoirs si vous ne respectez pas vos obligations, parce qu'elle milite pour la protection de l'avifaune. Voilà. Donc, la réponse que je peux vous faire n'est pas une réponse totalement satisfaisante, j'en suis conscient, mais en même temps, voilà, c'est lié à l'outil. Et je reviens sur ce que je disais tout au début, même si je suis très enthousiaste, parce que on est toujours un peu enthousiaste pour son bébé, hein, on trouve qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est intelligent, mais en même temps, je suis très lucide, je ne prétends pas du tout que ça va révolutionner les choses. C'est un petit outil de plus, et surtout d'une nature différente. C'est ça qui m'a surtout motivé, d'une nature différente par rapport à la réglementation habituelle. Voilà. Oui. Je peux parler à voix, il faut que Tu te présentes, s'il te plaît. Alors, Jimmy Mersman, vous l'avez dit, lorsque le propriétaire qui a conclu une ORE va céder son terrain, celle-ci va lier le nouveau propriétaire. Oui. À condition, bien sûr, donc, que la convention n'est pas expirée. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a déjà eu un contentieux, un précédent où le nouveau propriétaire tenterait de soustraire sa propriété fraîchement acquise à cette obligation réelle environnementale? On pourrait par exemple penser à des dispositions constitutionnelles, l'article 4 ou 17 de la déclaration 1789. Et deuxième question, est-ce que, pour reprendre votre mot, votre bébé a fait l'objet d'une QPC lorsqu'elle a été discutée au Parlement? Alors, tu peux préciser QPC, question prioritaire de constitutionnalité. C'est pour savoir si la disposition est conforme ou pas à la Constitution. La réponse est non aux deux questions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, pas à ma connaissance en tout cas, mais je pense que j'en serai averti, il n'y a pas eu de contentieux pour l'instant d'un nouveau propriétaire. Il faut dire que l'obligation réelle environnementale est publiée au registre foncier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous retrouver à acquérir une propriété porteuse d'une ORE sans savoir. Ça fait partie des documents d'urbanisme que le notaire va mettre à votre disposition. Donc au moment où vous achetez, vous savez qu'il y a une ORE et on annexe, le notaire va annexer le contrat d'ORE à l'acte de vente. Donc vous savez quelles sont les obligations précisément. Et donc il n'y a pas eu de contentieux pour l'instant. Et deux, il n'y a pas eu de QPC non plus, donc de question prioritaire de constitutionnalité. Personne n'a contesté la constitutionnalité de l'outil, pour l'instant. Oui. On a une question de Valérie Tétu, qui est chargée de mission ESS à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, et qui demande quel impact sur les ORE en cas de modification du PLU, par exemple, si on passe de non constructible à constructible, notamment en cas de vente du terrain. Oui, c'est une question importante. Ça va me permettre de revenir sur les résistances qu'il y a eu face à cet outil. Alors, la personne qui a posé la question m'excusera 2 secondes, je vais répondre à sa question en traitant ce point des résistances. Les résistances ont été très vives. Alors je vais commencer par balayer devant ma porte.
elles ont commencé à émaner des universitaires, notamment des juristes universitaires, spécialistes de droit des biens, qui ont dit, mais quoi? Vous voulez créer une servitude comportant des obligations de faire, c'est contraire à ce qui est dans le Code civil depuis 1804. Et pourquoi c'était comme ça dans le Code civil? C'est parce qu'on voulait éviter le retour du servage. Vous êtes en train de vouloir rétablir le servage. J'ai entendu ça, je vous assure. Alors donc, j'ai répondu que, effectivement, c'était dans le Code civil en 1804, que comme on était en 2016 à l'époque, peut-être qu'on pouvait reconsidérer un peu les choses, et que s'il fallait chasser le servage, c'était peut-être vers d'autres directions qu'il fallait tourner les yeux que vers l'ORE. Peut-être qu'en droit du travail, on pourrait trouver des exemples. Et qu'en tout cas, c'était simplement ridicule de jouer sur simplement la phonétique servitude, servage, enfin non. Mais en tout cas, ça a été très bien repris. La FNSEA, encore elle, n'a pas hésité à surfer sur ce discours-là, rétablissement du servage. Bon. Et des servitudes au sens premier du terme. Ensuite, il y a eu résistance, donc, entre guillemets, corporatiste de certaines organisations professionnelles agricoles, je l'ai suffisamment cité, des propriétaires forestiers, des chasseurs, chacun défendant en disant « mais vous allez porter ». Et puis enfin, et là je réponds à la question, il y a eu des interrogations des autorités publiques qui ont dit « mais si vous mettez des ORE, s'il y a un développement des ORE sur tout le territoire, est-ce que ça ne va pas nous empêcher de mettre en place les politiques d'aménagement et d'urbanisme qui sont les manifestations sur le territoire de l'autorité publique, qui définit des plans locaux d'urbanisme, qui définit des schémas directeurs, qui définit, etc. Est-ce que ça ne va pas l'empêcher? Alors la réponse est non, évidemment non. Ça ne va pas empêcher. Si j'ai consenti une ORE sur mon terrain, par lequel je m'engage à ne pas construire, à ne pas faire d'aménagement, etc. Est-ce que ça va interdire que mon terrain entre en zone constructible? Non. Ça va interdire aux propriétaires de ce terrain, pendant toute la durée de la convention, de construire, c'est-à-dire d'utiliser son droit de construire. Mais ça ne va pas interdire de rendre le terrain constructible. Est-ce que ça va bloquer les programmes d'urbanisme? Est-ce que ça va par exemple interdire à une collectivité d'exproprier pour y faire passer une route? Évidemment non. Évidemment non. Le droit d'expropriation, il reste entre les mains de la collectivité qui va pouvoir exproprier. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, c'est quoi l'utilité? C'est que dans l'expropriation, l'expropriant va devoir indemniser le propriétaire, comme c'est normalement le cas, et il va devoir indemniser le créancier de l'obligation réelle environnementale, qui dira « mais moi j'avais des droits, et vous êtes en train de les rayer de la carte, donc vous devez m'indemniser parce que vous portez atteinte à mes droits ». Ça ne va évidemment pas bloquer l'opération. On va dire que ça va rendre la chose plus négociable, c'est-à-dire que l'autorité publique devra prendre en compte qu'il y a là, dans cet espace, une zone dans laquelle un ou des propriétaires ont voulu mettre en place une politique de protection et qu'ils vont devoir, s'ils veulent à tout prix passer, j'allais dire en force, il va falloir qu'ils indemnisent les droits auxquels ils portent atteinte. Mais ça ne porte pas atteinte au droit de l'autorité publique de mener sa politique.
Philippe Chamelet, est-ce qu'on pourrait prolonger et inverser la question de Valérie en disant que une collectivité peut utiliser les ORE comme outil de politique publique pour renforcer encore une décision qu'elles auraient prise de sacraliser telle ou telle zone de leur territoire? Juste, je précise qu'il y a l'intervention de Magali Serle derrière, qui porte vraiment sur les cas d'usage et en particulier les cas d'usage public. Donc voilà, il va falloir qu'on conclue cette première séance pour laisser la parole à Magali Serle et on reviendra aux grandes questions. Après, il y aura une autre séance de questions. Gilles Martin il reste là tout le temps sur les 2 jours. Donc voilà, c'est juste, il faut quand même... J'ai été un peu long, excusez-moi. Non, il n'y a aucun souci. On gère juste le fait que Magali elle attend à distance, tout ça. Voilà, nous on n'est pas... C'est surtout pour les personnes... On finit peut-être par Olivier, si tu veux. Oui, et Olivier, mais juste pour dire que Magali va vraiment focaliser là-dessus. Donc Olivier Jaspard, juste une question. J'ai lu dans un article de Doctrine qui disait que les ORE pouvaient être conclus sur le domaine public. Et donc, est-ce que pour vous c'est possible? Est-ce que est-ce que ça aurait des conséquences un peu particulières, sachant que le domaine public, en principe, il est soit affecté à un service public, soit affecté à l'usage de tous, et on ne peut pas le suraffecter, sauf inscription au patrimoine, etc. Merci. Oui, alors, à mon avis, mais j'avoue que je n'ai pas suffisamment creusé la question pour être sûr de ma réponse, mais à mon avis, on est limite, parce que, a priori, les caractéristiques du domaine public font que je vois mal comment le propriétaire de ce domaine public pourrait consentir sur le domaine public une ORE. Sauf à imaginer que l'ORE soit précisément mise au service des objectifs pour lesquels ce domaine est public. Et je veux dire que vous disiez ouvert à tous, par exemple, l'ouverture au public, on pourrait admettre que dans un domaine public, sur un domaine public qui soit domaine public pour être ouvert à tous, et notamment pour y favoriser la découverte de certaines espèces ou de certaines, etc., il y ait une ORE qui facilite cette ouverture au public, ou plutôt cette ouverture à la connaissance du public. Mais très franchement, je pense que ce n'est pas un outil qui est fait pour ça, spécialement.